Bonjour à tous, il est midi pile. Merci de nous rejoindre pour ce 12-13. Dans l'actualité de votre région, procédure express pour Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans papier devenu un héros après avoir sauvé un enfant. Il est reçu en préfecture de Seine-Saint-Denis pour entamer ses démarches en vue de sa naturalisation. Les réactions se multiplient après la mort de Serge Dassault. L'industriel et homme politique a succombé hier à une défaillance cardiaque. Nous sommes retournés à Corbeil-Essonnes, la ville qu'il a dirigée pendant 14 ans. Et puis, on a 20 ans pour changer le monde, un film qui milite pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. On en parle avec Xavier Mathias, maraîcher et formateur au potager du Roi à Versailles. Un acte de bravoure et une procédure exceptionnelle. Le jeune Malien sans papier a entamé ses démarches pour être régularisé, reçu à la préfecture sans devoir faire la queue. Un traitement de faveur qui laisse rêveur tous ceux qui espèrent obtenir un titre de séjour. Florence Thiel, Gaël Daringos et Abdel Joudi. Après l'Élysée, la préfecture. Des papiers en règle et un accueil hors norme par le préfet de Seine-Saint-Denis en personne. Un comportement à la fois héroïque et civique. Et comme vous l'a dit le président de la République, vous allez être dès aujourd'hui régularisé. Mamoudou Gassama n'est plus clandestin. Avec son titre de séjour, il peut désormais travailler. Largement visionné au Mali, son pays d'origine, les images spectaculaires du sauvetage de l'enfant de 4 ans suscitent beaucoup de fierté. Mais elles posent aussi question. Mamoudou Gassama obtient enfin des papiers, mais à quel prix ? Vu de Bamako, capitale du Mali, cet acte héroïque masque la réalité de l'accueil des candidats à l'immigration en France. Il ne faut pas attendre de sauver un Français pour être naturalisé français. Donc ça, c'est vraiment terrible. Leur politique négative, il doit y avoir le changement. Mamoudou Gassama devrait être naturalisé d'ici 3 semaines. Il rejoindra les volontaires du service civique des sapeurs-pompiers de Paris. Également dans l'actualité, journée de contestation contre Parcoursup. Un rassemblement de lycéens a lieu actuellement place de la Nation. Florent Carrière, vous êtes devant le lycée Arago. Des lycéens toujours très remontés contre cette plateforme qui doit répondre à leurs vœux d'orientation. Oui, ils étaient 200 à 250 à mobiliser devant ce lycée du 12e arrondissement. Alors vous le voyez, la plupart ont déjà quitté les lieux pour se rendre devant le rectorat pour exprimer là-bas leur opposition à Parcoursup. Un rassemblement très encadré par les forces de l'ordre, puisqu'une vingtaine de cars de CRS quadrillent encore actuellement le secteur. Alors sur le fond, le gouvernement dresse un premier bilan positif de ce système d'admission à l'enseignement supérieur, avec officiellement 3/4 des élèves qui auraient reçu une proposition, mais ce n'est pas l'avis des premiers concernés qui dénoncent des dysfonctionnements et un système sélectif qui pourrait laisser sur le carreau nombre d'entre eux. D'ailleurs, seul 1/5 des élèves ont accepté définitivement une proposition. Je vous propose d'écouter le président de l'Union nationale lycéenne. On s'attendait à ce que ce soit chaotique le lancement de la plateforme, et finalement ça a été pire que ce qu'on se pensait. La moitié des élèves n'ont pas eu de vœux du tout. En réalité, le chiffre de 400 000 il est tronqué parce que les professeurs ont demandé aux élèves de faire des vœux de sécurité, c'est-à-dire de mettre des facultés plus faciles d'accès histoire d'être sûr d'avoir une université. Donc en réalité, les élèves qui n'ont pas la faculté qu'ils souhaitent, le chiffre s'élève à 600 000. Et puis surtout, il y a quelque chose, c'est qu'il n'y a eu aucun accompagnement sur Parcoursup. Il y a des élèves qui ont découvert le jour même que tous leurs vœux étaient refusés, qu'ils étaient 5 millièmes dans la file d'attente, et ça a un coût humain très très dur. Merci Florent, en direct de la place de la Nation. Mouvement de contestation, il se poursuit également à la SNCF, 24e journée de conflit, alors que le Sénat entame aujourd'hui l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire. Des transports encore perturbés dans la région, un train sur 2 sur le RER B, C et D. Côté transilien, c'est la ligne R la plus touchée, comptez un train sur 3. Restons un instant encore dans les transports avec cette information exclusive à retrouver sur notre site internet. Smooth & Go, l'opérateur du Vélib, a touché 3 millions d'euros pour embaucher les ex-salariés de JC Decaux, ceux-là même qu'il s'apprête à licencier. Tous les détails sur notre site internet idf.france3.fr.
Une matinée marquée aussi par les réactions après la mort de Serge Dassault à l'âge de 93 ans. À la fois industriel, patron de presse et homme politique, il a longtemps régné sur la ville de Corbeil-Essonnes. Sur place, Farid Benbekay et Philippe Aliès. Les drapeaux sont en berne. À la mairie, un livre d'or est à la disposition des administrés. Serge Dassault était considéré comme un patriarche dans sa ville, plus qu'un maire. Les habitants voyaient en lui un milliardaire au grand cœur. C'est un grand homme. Il a été critiqué par certaines personnes, mais il a fait beaucoup de bien. Il était humaniste. La plupart de ses habitants se disent attristés, car malgré les affaires politico-financières, Serge Dassault faisait l'unanimité, à commencer par ceux qui l'accompagnèrent lors de ses campagnes électorales. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a fait des mauvaises choses sur Corbeil. Moi, j'étais présent à ses côtés plusieurs fois. J'ai regardé, j'ai marché avec lui à ses côtés. Et je peux dire que Serge Dassault, c'était vraiment... C'est triste pour la ville de Corbeil. Parce que maintenant qu'il est parti, c'est vraiment triste. Éloge unanime du côté des élus de Corbeil-Essonnes. Hier soir, en conseil municipal, un hommage lui était rendu, puis une minute de silence. 3 quarts d'heure plus tard, des voix discordantes se faisaient entendre. Oui, ça ternit l'image de Serge Dassault. Après, la justice doit continuer. Et puis, ça n'empêche pas qu'il s'est impliqué dans sa ville. Voilà. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien. Il donnait toutes les fleurs pour décorer la ville. Et vraiment, c'est vrai que j'ai de la peine pour tout le monde, pour toute sa famille. Un ex-sénateur-maire qui continuait de peser sur les affaires de la ville. Cette page est définitivement tournée depuis hier soir. C'est dans le département de l'Essonne que Serge Dassault a obtenu tous ses mandats politiques. Maire et sénateur pendant près de 14 ans. Une carrière entachée tout de même par ses déboires avec la justice. Le récit de Séverine Larouille. Ici, une rue porte le nom de Serge Dassault. Pour les 90 ans de son ancien maire, la municipalité de Corbeil-Essonnes lui a offert ce cadeau. Corbeil, 29 km au sud-est de Paris. Une mairie qu'il a conquise en 1995, 18 ans après sa première candidature et après de nombreux échecs électoraux. Corbeil qui lui permettra de prouver à son père Marcel Dassault qu'il peut s'emparer d'une ville au nez et à la barbe des communistes. Il restera 14 ans dans son fauteuil. Corbeil qui finira également par lui jouer des tours, car en 2009, les ennuis commencent. La justice soupçonne un système d'assaut. Cette année-là, sa réélection à la tête de la ville est annulée. Le Conseil d'État le déclare inéligible pour 1 an en raison de dons d'argent. Le premier élu passe alors le relais à son fidèle bras droit, Jean-Pierre Bechter. Autre scandale, Serge Dassault a également été entendu en 2013 par les juges dans une affaire de tentative d'assassinat. Dans ce dossier, l'un de ses proches, Younes Bounouara, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Pour une histoire d'argent, il avait tiré sur un homme en centre-ville, le blessant grièvement. En 2014, enfin, après plus de 4 ans d'instruction, les juges mettent en examen l'ancien maire de Corbeil pour achat de vote. L'affaire continuera désormais en justice, sans Serge Dassault. On va s'arrêter à présent sur un film plutôt alarmiste sur l'état de l'agriculture en France. On a 20 ans pour changer le monde, milite pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Vous en faites partie. Xavier Mathias, bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher, formateur au potager du Roi à Versailles. Alors avant d'aller plus loin, on va regarder un extrait de ce film réalisé par Hélène Médig. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. Comment un projet de société nous échappe? Qu'est-ce qui s'est produit? On a minéralisé trop vite la matière organique, on a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène. On a industrialisé l'agriculture. Moi, je produis de la matière première qui est du blé. Je ne sais pas ce qui devient après. On a perdu tout le sens de notre métier, en fait. L'idée, c'est d'évaluer la viabilité technique, économique et même sociale de ce genre d'agriculture qui est plus basée sur du travail manuel. Ça sent le poireau. Hein. Il n'y a que les Parisiens qui croient que les coquelicots, on les sème. Bonjour, enchanté. Oh, tu sais qu'il ne faut pas venir au ministère en t-shirt. Hein. Ouais, je sais. Je pense qu'on peut avoir un nouveau modèle agricole qui fasse en sorte que quand on se met à table, on n'ait plus besoin de se dire bonne chance, mais qu'on peut redire bon appétit. Il faut qu'on avance beaucoup plus parce qu'on sent que si on attend tout des pouvoirs publics, on va attendre longtemps.
pouvez toucher, vous pouvez commander, vous pouvez manger ces produits-là, vous pouvez participer à cette aventure. Pas de problème. Super. Ça marche. Comme ils disent en Afrique, là au moins on participe à la beauté du monde. Participer à la beauté du monde, c'est un sentiment que beaucoup d'agriculteurs ont perdu. Oui, la beauté du monde, le sens du sacré, voilà, de cette terre qu'on n'est pas là pour exploiter, on n'est pas là pour être des exploitants agricoles, beaucoup plus modestement des cultivateurs ou des paysans, mais pas des exploitants, non. Alors c'est un plaidoyer pour une agriculture avec moins de produits chimiques. Quand on voit que les députés ont refusé cette nuit d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi agriculture et alimentation, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ? Oui, alors Nicolas Hulot dans le film, donc il est dans ce tournage avant d'être ministre, mais déjà il disait ce qui lui importe à lui, c'est le chemin. Là, un autre modèle agricole, voilà. lui aussi. Et là, le chemin est quand même très très détourné. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique ? Non, enfin, c'est très difficile de se mettre à leur place. Par contre, pour la volonté politique, je trouve qu'effectivement, c'est pas flagrant du tout. La volonté de la société civile, par contre, elle est vraiment, vraiment frappante, quoi. On ne veut plus, pour l'essentiel d'entre nous, de ce type de produit dans nos assiettes. Donc, l'espoir est qu'au bout d'un moment, la société civile va faire remonter ça jusqu'aux politiques. Les politiques suivront leurs électeurs, tout simplement. C'est ce que vous enseignez aussi à vos élèves ? Oui, c'est ça. C'est cette idée, c'est tellement plus magique, c'est tellement plus intéressant, surtout d'observer pour agir ensuite. Alors bien sûr, il y a un côté qui réduit nos espaces. Hein. On ne peut pas considérer la même surface agricole quand on est sur une forme manuelle d'agriculture. Il y a le problème aussi de trouver des schémas économiques, etc. C'est aussi aux consommateurs de changer leurs habitudes alimentaires ? Ça passe par ça aussi peut-être ? Oui, c'est très important ce que vous dites. En fait, on demande toujours aux agriculteurs de faire l'effort, de faire le geste, le pas, mais ce serait quand même beaucoup plus simple que ça vienne de tout le monde à la fois. C'est un film sur la réunion des mondes, hein, en fait. On voit donc monde urbain, monde rural, monde politique, de l'entreprise, etc. Mais aussi avec les consommateurs. Tout ça se fera si on est tous ensemble. Il y a eu un moment où il a fallu s'opposer à une certaine pratique agricole. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on se réunisse tous ensemble, agriculteurs conventionnels, avec des guillemets, agriculteurs bio, politiques, grande distribution, etc. On parle beaucoup de l'agriculture bio, mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire face à la demande. Non, parce qu'on est dans un système qui favorise encore grandement cette agriculture dite conventionnelle. Après, il y a quand même un nombre de conversions en bio qui est en train d'augmenter de manière frappante. Il y a aussi beaucoup de jeunes quand même qui veulent s'installer, qui sont des jeunes plutôt ce qu'on appelle des jeunes qui sont pas issus du monde agricole. Beaucoup d'initiatives. Hein. Ouais. Merci Xavier Mathias. Et pour en savoir davantage sur cet autre modèle agricole, eh bien, il faut aller voir On a 20 ans pour changer le monde, toujours dans les salles de cinéma. Au théâtre, cette fois, Ariane Mouchkine, sacrée meilleur metteur en scène à la 30e édition des Molières pour sa pièce Une chambre en Inde. La fondatrice du Théâtre du Soleil n'a pas assisté à la cérémonie. Également récompensé Jean-Philippe Daguerre pour la mise en scène de Adieu Monsieur Hoffmann. Et Blanche Gardin, première femme à remporter le Molière de l'humour. On en vient à notre série consacrée à la nuit parisienne, mais quand la fête se passe sous vos fenêtres, l'ambiance peut vite tourner au vinaigre. Dans certains quartiers, les riverains n'en peuvent plus de ces nuisances. Direction la Butte aux Cailles avec Yannick Le Gall, François Dérault, montage signé Michael Buet. Un verre entre amis pour décompresser de la semaine. Un vendredi soir normal à la Butte aux Cailles, synonyme de cauchemar pour les riverains. Nous avons ici du triple vitrage pour arriver à vivre tranquille. Et donc quand on ouvre, on passe une excellente soirée. Ils habitent à 10 mètres de nombreux bars et restaurants. On dort mal, il faut attendre 2h, 3h du matin. Par peur de représailles, aucun d'entre eux n'a souhaité être filmé. Le bruit, les cris, les passants alcoolisés, des soirées lourdes à vivre au quotidien. Effectivement, si on travaille le lendemain matin, c'est insupportable. On sent que ça vous pèse, tout ça. Ça bouffe la vie, excusez-moi, mais ça bouffe la vie. Réunis en collectif, ces riverains s'épaulent comme ils le peuvent. Après des années passées dans le quartier,
L'un d'entre eux a même dû déménager à cause du stress. J'ai habité là de 92 à 2002. Ma vie était en jeu à ce niveau-là et plus aucun médicament ne pouvait m'aider. Et je pense que c'est malheureusement directement lié à ce genre de situation où quand vous dormez 4 heures et que vous êtes sous tension en permanence et qu'en plus vous devez aller travailler dans des métiers difficiles, effectivement, ça ne peut aboutir qu'à ce genre de choses. Il est 1h30 du matin. Ce soir-là, la météo est clémente, les terrasses bondées. Une ambiance que doivent supporter les riverains 6 jours sur 7. Là, on peut même pas passer sur les trottoirs. Grosso modo, non, on peut pas. Donc il y a la voiture là qui passe. Surtout, il ne faut pas que je m'énerve parce que alors après, pour s'endormir, c'est infernal. Et partir, ça vous a déjà traversé, déménager, quitter le quartier Quitter le quartier, ça fait 17 ans que je suis locataire ici. Donc déménager, vu le prix du loyer à Paris, ça veut dire qu'il faut que j'aille en banlieue. C'est pas simple, quoi. Au quotidien, c'est pas simple. Un mal-être des voisins, pas forcément partagé par les clients d'un soir. Moi, je pars du principe que tu choisis le quartier dans lequel tu veux vivre et du coup, il y a des quartiers typiques, comme ici, ou je sais pas, Bastille ou rue Oberkampf. Tu sais déjà où tu débarques, quoi. À un moment donné, on peut pas tout avoir. Côté propriétaire de bar, difficile d'avoir des réactions. Seul l'un d'entre eux a accepté de nous répondre. Dans son établissement, tout est mis en œuvre pour le bien-être des voisins. C'est un plafond qui réduit juste les décibels et comme ça ne transperce pas à travers les murs et les habitants de l'immeuble ne sont pas dérangés par la musique. On peut même la mettre à fond, chose qu'on ne fait pas et ils vont quasiment rien entendre. 2h du matin, les établissements sont censés être tous fermés. La nuit s'annonce encore difficile pour les riverains de la butte aux Cailles. Avant de refermer ce journal, cette image de l'inauguration de la place Simone Veil dans le 8e arrondissement en présence d'Anne Hidalgo. La maire de Paris souhaite que les Parisiens puissent rendre hommage à cette femme d'exception. Et la station de métro Europe a été aussi rebaptisée Europe Simone Veil. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Ce soir à 19h, vous retrouverez Marlène Blin pour l'information dans votre région. Très bel après-midi à tous.